Les experts de l'IMO, le débat. Notre expert, Stéphane Descartier. Bonjour Stéphane. Bonjour Erwan. Merci d'être sur notre plateau, fondateur du cabinet SD Conseil et Formation et auteur du manuel de survie dans la jungle immobilière. Ça vient de sortir. Qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans, Stéphane ? Des conseils, mes 38 ans d'expérience effectivement en immobilier. Et puis j'ai eu la chance et le privilège de développer pendant 25 ans un réseau d'agences immobilières spécialisées investisseurs. Donc j'ai beaucoup appris à cette période-là, et notamment auprès de mes clients investisseurs, parce que j'ai travaillé avec les meilleurs investisseurs en France. J'ai remarqué qu'il y avait des stratégies quand même qui étaient assez proches. Donc c'est aussi ça qu'on peut retrouver, plein de conseils pour investir dans l'immobilier. Mais est-ce que c'est pas un manuel qu'il faut mettre à jour tous les 6 mois aujourd'hui, vu l'évolution de la situation? Tout à fait, mais c'est l'avantage de ce genre d'ouvrage, c'est que vous devez faire des retirages, des réactualisations, donc ça relance les ventes. Donc finalement c'est pas mal effectivement. L'instabilité a peut-être cet avantage-là, en tout cas pour les auteurs de ce type de guide ou de manuel, effectivement. Votre manuel de survie dans la jungle immobilière aux éditions du Rocher. Face à vous, Jean-Pascal Michaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes avocat fiscaliste. On avait besoin de vous aujourd'hui pour y voir plus clair dans ce brouillard. Avocat fiscaliste chez LMD Avocat. On parle avec vous de fiscalité aujourd'hui. C'est pas du luxe vu l'actualité politique, je le disais en ce moment, pour le moins déstabilisante. Une réaction peut-être, Jean-Pascal Michaud et Stéphane Descartier, à ce sujet d'abord, vous qui êtes au contact de ce sujet de fiscalité quotidiennement, est-ce que vous sentez de l'inquiétude, de la panique, du désespoir peut-être ? Alors, ce que le spécialiste en droit fiscal attend désespérément, c'est une loi de finances. Ah oui. On aimerait bien avoir une loi de finances pour savoir à quelle sauce nos clients vont être mangés. Après, oui, on est désolé, parce qu'en matière de stratégie patrimoniale et fiscale, même si on peut se permettre de prendre quelques mois de recul, 3 ans et demi sans majorité, ça commence à faire vraiment beaucoup, oui. Est-ce que malgré tout, où il y a une lueur d'espoir au bout du tunnel, ou pour l'instant c'est vraiment stand-by quoi, J'aurais tendance à dire qu'à force de couler, on va finir par toucher le fond et par rebondir. Donc oui, peut-être, cette démission, là, elle a surpris tout le monde, mais j'espère qu'elle va servir d'électrochoc et que derrière, on va enfin avoir une solution. Ouais, on en est là, c'est quand même un discours assez noir, pessimiste. Stéphane Descartier, est-ce que vous partagez cette analyse, ce constat ? Est-ce que votre ressenti, il est le même ? Oui, alors il faut distinguer 2 choses. Il y a le marché de la résidence principale, donc acheter pour se loger, si on a une situation professionnelle stable, etc., même avec des instabilités politiques, ça peut être plus ou moins gênant, mais enfin, c'est pas ça qui va empêcher, quand c'est le bon moment, d'acheter sa résidence principale. Ce qu'on peut craindre, c'est que l'instabilité va faire augmenter les taux, c'est déjà parti. Donc, est-ce que le crédit demain va certainement coûter un petit peu plus cher ? On est à combien là ? On est à 3 ? On est à 3,5, on est autour de 3,5, mais les banques, pour la première fois depuis quelques mois, ont remonté là, leurs taux. Oui. Tous les taux ont pris 0,10, 0,20 de plus. Donc ça, c'est pas très bon pour le marché. Ça grippe le marché là, en ce moment ? Non, alors justement pas pour la résidence principale. Pour la résidence principale, les chiffres sont plutôt bons, même dans le neuf, notamment grâce à l'élargissement du PTZ. Le neuf en résidence principale se passe correctement. En revanche, du côté de l'investisseur, là, c'est effectivement très 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 compliqué. Le neuf investisseur, il y en a plus. Là, les chiffres ont été divisés par 10. Ah oui. Et en ancien, c'est extrêmement mou, Mais du fait justement que là, les investisseurs attendent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Mais sur les résidences principales, ça fonctionne, ça continue de fonctionner parce que ça fait quand même des mois que le marché est tendu. Et donc à un moment donné, les vendeurs, ils sont bien obligés de vendre. Bien sûr, c'est ça. Bien sûr. Et ils ne peuvent pas attendre plus longtemps, même si la situation est compliquée, la conjoncture est pas simple. Oui, il y a eu des corrections de prix. Sur certains secteurs, il y en a encore. Peut-être qu'avec l'augmentation des taux, on avait une stabilisation des prix. Peut-être que ça va repartir un petit peu à la baisse. Mais encore une fois, c'est surtout du côté de l'investisseur qu'aujourd'hui, le marché est franchement à la traîne. Mais en même temps, il faut essayer d'être optimiste. Moi, j'ai toujours tendance à essayer de voir le bon côté des choses. Je pense qu'il y a une prise de conscience générale et un peu transpartisane qu'il faut bouger les curseurs, qu'on ne peut pas continuer comme ça. Vous avez vu Véronique Bédag, la patronne de Nexity, qui a dit que sur le neuf, il n'y avait plus un seul client, qu'on avait trop chargé la mule, et notamment sur le plan fiscal. C'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez acheter du neuf pour louer en nu, vous n'avez plus de rendement. Il n'y a plus d'aide, Pinel, etc. Donc il n'y a absolument plus de rendement.
Dans l'ancien, on peut encore s'en sortir. Bon, l'avantage de l'immobilier, c'est quand même l'effet de levier. C'est quand même, on peut emprunter de l'argent qu'on n'a pas. Hein, contrairement à si on veut investir en bitcoin ou en actions, c'est pas possible. Donc, on garde cet effet de levier avec des taux qui sont aujourd'hui quand même corrects. Et il y a encore des opportunités dans l'ancien, sur des petites surfaces, en louant en meublé à l'amortissement, enfin au réel. Là, il y a encore des opportunités. Mais c'est vrai que, notamment pour ceux qui veulent louer en nu, tout le monde attendait ce fameux statut du bailleur privé dont on entend parler depuis 10 ans et qui allait arriver. Là, il était programmé, il était dans le... Enfin, le projet de loi de finances, aujourd'hui, c'est devenu tellement compliqué qu'on n'ose même plus en parler. Ouais. Donc, il devait rentrer en œuvre, effectivement, à partir du mois de décembre. Bon, là, c'est mort. Ouais. Jean-Pascal Michaud, vous y avez cru à ce statut-là du bailleur privé que vous espériez, je parle de la profession depuis quand même longtemps et qui ne va pas arriver au mois de décembre. Bien sûr, on y croyait parce qu'il y avait quand même un certain consensus politique sur le sujet au niveau des parlementaires. Et donc, c'est vraiment l'instabilité politique qui empêche ce statut d'arriver. Donc, oui, on y a cru et j'ai envie de dire, moi, j'y crois encore, mais peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans. Mais qu'est-ce que vous dites alors à votre clientèle qui est dans cette situation-là et qui hésite peut-être à acheter pour louer, qui est une situation quand même très floue? Je dis 2 choses à ma clientèle. La première chose, quand même, ne ratez pas une bonne affaire pour des raisons fiscales. Voilà. Si vous avez trouvé le bon bien au bon prix, achetez-le et on verra bien, on s'adaptera. Mais maintenant, c'est vrai que pour des investissements importants, des investissements qui visent une rentabilité, c'est sur 15 ans, c'est sur 20 ans qu'on fait ces calculs. Quand vous n'avez pas de prévisibilité sur la fiscalité, c'est mission impossible. Ouais, et la situation sont quand même particulières, hein. Comme le disait Jean-Pascal Michaud, on ne peut pas donner un conseil global, ça dépend vraiment de la situation de chacun. Oui, ça dépend bien sûr de la situation de chacun. Je suis tout à fait d'accord avec Jean-Pascal. Si on a un coup de fusil, si on trouve une super affaire, il faut la faire. Et puis après, on réfléchit au meilleur traitement fiscal de ces loyers. Si on peut y réfléchir en amont, c'est encore mieux. Mais je crois que, encore une fois, pour essayer d'être optimiste, je crois qu'il y a une prise de conscience que les taux de la fiscalité, de la réglementation est tellement comprime tellement effectivement aujourd'hui le rendement net de net, qu'il faut que ça bouge. Et notamment sur le plan réglementaire, je pense que là aussi on peut être optimiste parce qu'il y a un certain nombre de choses qui bougent. Il y a aussi une prise de conscience. Regardez par exemple 2 succès français, il n'y en a pas tant que ça, donc on va les citer. 2 succès français, les JO avec notamment l'immobilier des JO et la reconstruction de Notre-Dame. Pourquoi est-ce qu'on s'en est sorti ? Parce qu'on n'a pas respecté les règles. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que pour s'en sortir, il faut s'affranchir des règles. Si on suit les règles, c'est mort. On n'aurait jamais pu sortir l'immobilier des JO et reconstruire Notre-Dame sur l'île Saint-Denis. Voilà, avec les règles qui sont quand même d'une complexité qui confine au comique, hein, parfois, et qui effectivement freinent. Notamment l'exemple également des DPE, les interdictions de louer. Vous savez qu'il y a des interdictions de louer, notamment les passoires thermiques. Je fais partie de ceux qui pensent et qui sont absolument sûrs. On va y venir sur les DPE. Voilà. D'abord, j'aimerais savoir aussi si vous, également, vous auriez souhaité, comme beaucoup d'acteurs du logement, la reconduction de Valérie Létard, qui a été ministre du Logement dans les gouvernements de Michel Barnier, puis de François Bayrou, qui avait remporté des batailles notables. On s'interroge aussi de savoir, est-ce qu'on a un ministère à part entière pour le logement ou est-ce que c'est toujours un sous-ministère ? Là-dessus, pareil, c'est difficile de se projeter. Oui, Valérie Létard a fait un super boulot, effectivement. Enfin, elle s'est battue avec les armes qu'elle pouvait avoir. Maintenant, à quoi sert un ministre du Logement quand on sait que de toute façon, c'est Bercy qui décide ? Hein, c'est un peu ça le problème. C'est-à-dire qu'en termes de fiscalité, on aura beau, venant du ministère du Logement, d'un secrétaire d'État au logement, les arbitrages, c'est Bercy qui les fait. C'est à quoi bon un ministère s'il n'a pas de marge de manœuvre ? Mais enfin, on espère tous qu'on aura peut-être un jour un nouveau gouvernement. Mais là, il s'agit pas d'être grand clair pour se rendre compte qu'on est peut-être pas prêt d'avoir un gouvernement. Est-ce qu'on va avoir une dissolution ? Si on part sur une dissolution, là, c'est pendant des mois et des mois qu'il ne se passera rien. Justement, c'est quand même compliqué. Petit instant, boule de cristal. Vous êtes quand même expert de ce secteur-là. Est-ce que vous pensez qu'on aura quelque chose de solide concernant l'immobilier avant 2027 ?
Qui vivra verra. Qui vivra verra. Je pense que oui, parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a une prise de conscience de toutes les parties, de toutes les différentes parties, que ce soit de droite, de gauche, que les taux réglementaires, fiscaux, le plafonnement des loyers, les interdictions de louer, on a trop chargé la mule, comme le disait encore une fois la patronne de Nexity. On ne peut pas continuer comme ça. Le constat d'échec est patent. La tension locative explose. Quand on a une enquête de la semaine dernière pour un studio à Paris, c'est 800 demandes. 800 demandes. Donc, c'est pas possible. Je voyais que même en Bretagne, où il y a quand même une tension qui est moins forte, on a sur un logement à la location 200 candidatures dans un petit village, quoi. Et on retrouve, comme dans les années 50, où on sortait aussi d'une crise du logement extraordinaire, on retrouve des chefs d'entreprise qui construisent des logements pour pouvoir attirer des salariés. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de logement, notamment en Bretagne, s'il n'y a pas de logement, on n'arrive pas. Donc là, ça arrive effectivement à bloquer, y compris le marché du travail et la mobilité. Donc là, c'est quand même assez grave. Et on va revenir sur le sujet du DPE que vous évoquiez et qui est directement lié à ces questions-là. Mais d'abord, Jean-Pascal Michaud, un mot aussi sur la fiscalité des plus hauts patrimoines. En plus de l'IFI, jusqu'ici, il était question d'un autre impôt sur les liquidités. Quelle serait la meilleure réforme de votre point de vue pour ne pas faire fuir Alors, de mon point de vue de fiscaliste, ce qu'il faudrait, c'est taxer moins. Et donc, élargir l'assiette, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Le patrimoine étant déjà largement taxé par ailleurs. Maintenant, c'est vrai que ce qui est dans les tuyaux, c'est de se mettre à taxer le patrimoine liquide, les liquidités, notamment celles qui sont dans les holdings, et donc de revenir à ce qu'on avait autrefois, c'est-à-dire un ISF global. Ce que j'espère que le gouvernement n'aura pas la stupidité de faire, c'est de créer une nouvelle taxe. C'est-à-dire que j'espère qu'ils vont fusionner les deux, qu'ils vont nous supprimer l'IFI et qu'ils vont nous mettre un ISF qui couvrira à la fois l'immobilier et les liquidités, comme on l'avait précédemment. Et dans ce cas-là, on peut espérer pour notre secteur, pour lui rendre un petit peu d'attractivité, que si on a une enveloppe globale qui est remontée, par exemple à 2 ou à 3 millions d'euros de seuil de déclenchement et plus 1,3 million, eh bien les gens qui ont 1,5 million, 1,6 million d'immobilier, mais qui ont peu de liquidités, sortiront enfin de l'imposition de leur patrimoine immobilier. Parce que quand vous avez des patrimoines, entre guillemets, aussi faibles et peu rentables, puisque 80% c'est la résidence principale, se prendre 1% de taxation là-dessus tous les ans, ça pousse à vendre. Souvent des héritiers, enfin vous dites si je me trompe, mais... Bien souvent c'est des héritiers, ou ce sont des familles qui ont dû acheter un bien assez large parce qu'ils ont 2-3 enfants. Si vous êtes sur Paris et que vous avez acheté un F4, vous y êtes quasiment. Et vous n'avez pas un rond à côté puisque tout va à rembourser l'emprunt. Ça n'a pas de sens de payer l'IFI dans ces cas-là. Et ça, vous entendez que ça peut être une piste ou... Non, je ne l'entends pas, mais j'attends de voir, puisque toutes les autres pistes qu'ils ont envisagées jusqu'à présent, ça ne marche pas. Donc on peut espérer qu'ils finissent par avoir un peu de lumière dans la tête. Un mot sur les entreprises aussi, avec vous. J'en profite de vous avoir sur notre plateau, Jean-Pascal Michaud. Parce qu'il y a un rendez-vous là au mois de novembre, c'est qu'il y a des impôts à payer sur l'immobilier d'entreprise, y compris celles qui sont locataires des murs. Et bien sûr, il faut bien comprendre que dans les baux professionnels, dans la grande majorité des cas, c'est le locataire qui paie la taxe foncière. Et la taxe foncière, elle tombe en octobre. Ça veut dire que la plupart des entreprises aujourd'hui qui sont locataires, et c'est la grande majorité, elles ont un double mois en octobre. Donc ça peut faire très cher, de plus en plus, notamment à Paris où elle a explosé il y a quelques années. Et j'invite vraiment les entreprises locataires à regarder la taxe foncière qu'on leur facture, parce que bien souvent, le propriétaire, comme il la refacture, il ne la contrôle pas. Et quand elle est exagérée, elle n'est pas contestée. Donc, jetez un œil sur ce qu'on vous fait payer, demandez les bases de calcul et vous aurez parfois peut-être la bonne surprise de vous rendre compte que c'est contestable. C'est vrai qu'il faut se plonger, il faut penser à se plonger là-dedans et se faire accompagner parce que souvent, on n'a déjà pas beaucoup de temps. Donc, quand il faut gérer ça, mais il y a quand même, on peut faire des sacrées économies, j'imagine. Voilà. Et là, vous avez cet effet pervers que le redevable de base, le propriétaire, comme il la refacture, il ne contrôle rien et il ne contrôle rien parfois depuis des décennies. Autre sujet, et je vous ferai réagir Stéphane Descartiers, mais sur les résidences secondaires, parce qu'on a aussi la taxe le sujet de la taxe d'habitation sur ces biens-là, avec une particularité fiscale, puisque désormais on peut
surtaxer les résidences secondaires, c'est ça, hein? C'est ça. On a un phénomène depuis 2015. Vous avez certaines zones tendues, certaines communes qui avaient de grandes difficultés à loger leurs habitants à plein temps, qui ont obtenu le droit de surtaxer les résidences secondaires jusqu'à 60%. Alors c'était initialement réservé à très peu de communes et seules quelques dizaines le faisaient. Aujourd'hui, on a plus de 3200 communes éligibles et plus de 1600 qui le font, généralement à plus de 60%. Ouais. Et donc, ça devient un vrai problème. Dans le droit simplement pour les propriétaires d'utiliser leurs biens comme ils le souhaitent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la même chose en Belgique. Oui. Et qu'on a un arrêt de mai dernier du Conseil d'État belge qui a déclaré que cette surtaxe était inconstitutionnelle. Parce que contraire au principe d'égalité des citoyens devant l'impôt. Alors c'est intéressant parce qu'en France, ce principe existe également. Donc ça nous ouvre des pistes de réflexion puisqu'on a quand même eu un dévoiement du système qui avait une finalité au départ, mais quand on multiplie par 10 ou par 15 le nombre de redevables, ça change un petit peu. Et vous défendez, vous, en France, ce type de cas? Oui, bien sûr. D'accord. Et ça donne quoi? Ça donne rien dans les premières instances. Oui. C'est généralement des procès qui sont longs parce qu'il faut faire intervenir le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Mais je pense que ce sont des guerres qu'il faut mener sur le long terme et qui, au bout de 4 ou 5 ans de lutte, en général, peuvent l'emporter. Il faut être patient, hein, comme souvent. Stéphane Descartiers, sur l'immobilier toujours. Sur les résidences secondaires, il y a une vraie tension aujourd'hui. Hein. Oui, on comprend. Fiscale. On comprend effectivement, notamment les mairies qui voient ce qu'on appelle des lits froids, c'est-à-dire que des maisons qui sont inoccupées une grande partie de l'année, effectivement, on comprend, alors que les habitants ont du mal à se loger. Maintenant, effectivement, le premier réflexe de la France, c'est de plafonner, c'est d'interdire. C'est la même chose que les plafonnements de loyer. C'est-à-dire qu'on a tellement complexifié le fait de construire, d'obtenir des permis avec des normes qui sont toujours plus délirantes que on n'arrive pas à rendre le service logement, à apporter suffisamment de logements. Donc on plafonne les loyers, on interdit le Airbnb, on interdit les résidences secondaires, et on interdit les passoires thermiques. Donc ça, c'est la spécialité française. On ne sait pas faire, on empêche, et donc comme on est dans le mur, on interdit. Mais bon, donc voilà, mais à bout d'un moment, c'est quand même compliqué. Sur les logements inoccupés, Jean-Pascal Michaud, il n'y a pas une taxe aussi qui s'applique quand ça fait trop longtemps qu'il n'y a personne dans le logement? Effectivement, vous avez une taxe sur les logements vacants. Et lorsque cette taxe sur les logements vacants s'applique, la taxe d'habitation ne s'applique pas. Ce qui peut être assez amusant, parce que les taux ne sont pas les mêmes. D'accord, bon, dans ce cas-là... Vous avez une absurdité de plus en absurdistan. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Un mot sur le DPE, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, Stéphane Descartiers, à partir du 1er janvier, les logements chauffés à l'électrique vont remonter dans les notes. Donc peut-être que certains patientent, ils sont F, G, et puis se disent, je vais attendre de mettre le bien en vente en janvier ou en février, je pourrais le vendre plus cher. Ça aussi, ça crée une tension là sur le... Oui, une tension qui n'est pas légitime, parce que effectivement, moi je suis absolument persuadé, j'ai même parié sur ce plateau officiellement, que les interdictions de louer les passoires vont sauter parce qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas suffisamment de logements. La tension locative est telle qu'effectivement, aujourd'hui, on a des étudiants qui dorment dans des box, qui dorment dans leur voiture. Il y a un étudiant sur 5 qui renonce à ses études pour faute de logement en France. Si c'est ça l'égalité des chances, il faut m'expliquer. Donc ces interdictions vont sauter, elles vont subir le même sort que les ZFE qui ont sauté, tout simplement parce que, alors a fortiori, avec ma prime rénov qui a été réduite des 2/3. Je sais pas, vous avez vu, je pense que tout le monde a vu l'information. Ma prime rénov donc est réservée maintenant aux gens ultra modestes et surtout plafonné à 13 000 dossiers par an. Il y a 5 millions de passoires thermiques, 13 000 dossiers par an, ça fait 384 ans pour rénover le parc. Donc ça fait rire tout le monde. Tout le monde sait bien que ces interdictions vont sauter. Bon, beaucoup d'incertitudes, en tout cas, on le disait, c'était le thème aussi de cette émission, étant donné la situation politique, incertitude sur la fiscalité. Je voulais terminer quand même en disant qu'en chinois, parce que je suis un petit peu sinologue, crise veut dire danger, mais aussi opportunité. Il y a souvent, et c'est ce que dit le professionnel de l'immobilier, des opportunités à saisir dans les moments comme ça de crise. Merci beaucoup Stéphane Descartiers, fondateur du cabinet SD Conseil et Formation et auteur donc du manuel de survie dans la jungle immobilière. Jean-Pascal Michaud, avocat fiscaliste chez LMD Avocats. L'actualité se poursuit sur BFM Business. Tout de suite votre émission de service avec vous et nous on se retrouve demain à midi. Très